Bonjour à tous, ici Numa Isnar, je suis le fondateur de Space Avocat, le premier cabinet dédié aux activités spatiales. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast du cabinet, un grand merci pour votre soutien. Je profite du mois d'août et des congés qui vont avec pour vous proposer les meilleurs moments du podcast, un petit rewind des derniers épisodes vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour tout message, commentaire, que ce soit sur le podcast ou pour toute question juridique. D'ici là, passez un bel été et à bientôt. La première et même la deuxième et troisième année, c'est un peu les années charnières où il va falloir trouver un premier contrat, il va falloir faire ses preuves sur un marché où quand il y a déjà de la compétition, ça peut être compliqué. Pour réaliser le cycle de vie du satellite, il faut vraiment passer par toutes les étapes. Il n'y a pas de passe-droit là-dessus. Donc je dirais que dans un premier temps, il y a bien sûr le niveau composant, plateforme de satellite qui est essentiel. Après, il y a la partie lanceur qui est très intéressante aujourd'hui parce que ce soit au niveau international ou au niveau français, on a énormément de nouvelles boîtes qui se lancent dans des micro-lanceurs. Donc ça, je pense que d'un point de vue stratégique, il va y avoir énormément d'intérêt dessus. Mais je me tournerai plutôt vers deux nouvelles thématiques que j'ai vues, alors notamment parce qu'il y a eu des appels à projets qui sont sortis dessus, mais je vois de plus en plus de boîtes se diriger vers la cybersécurité. Et le deuxième aspect, je dirais que c'est tout ce qui est service en orbite. Et à l'Europe de l'espace, qui, depuis le début de la course de l'espace des années 60-70, s'est fait avec un modèle intergouvernemental. C'est des coopérations entre les États, entre les nations, à des fins pacifiques. C'est le but même de la création de l'ESA en 1975 avec sa convention. Et les États se sont déclarés très intéressés et ils ont même approuvé plusieurs éléments. Et ils ont souscrit au programme de façon très généreuse et abondante. Et d'ailleurs, de nouvelles propositions aussi d'adapter les mécanismes ESA à cette nouvelle réalité économique du spatial ont été prises avec la création de nouveaux programmes comme Scale Up pour faire grandir les petites startups européennes dans tous les pays européens. Le brevet couvre une solution technique à un problème technique. Ça, c'est la définition de base à garder en tête. Alors que les marques vont couvrir vraiment plutôt un terme ou des formes qui permettent de distinguer un produit d'un autre, comme Space Avocat par exemple. Évidemment qu'il n'y a pas un autre cabinet qui pourrait s'appeler comme ça dans la région. Le brevet, lui, couvre vraiment une solution technique à un problème technique. Le dessin et modèle, si je prends encore le troisième titre de propriété industrielle le plus connu, il va plutôt protéger la forme. Le brevet, c'est vraiment solution technique à un problème technique. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important à garder en tête. Et ensuite, cette solution technique, pour être brevetable, elle doit répondre à 3 critères qui sont examinés par les offices de brevet. Des statuts sur mesure dès le début. Et il y a des choses que les avocats vont pouvoir anticiper dans les documents de constitution. Pour immatriculer une société, alors tout d'abord, il faut que vous ayez d'abord défini les associés, les fondateurs, la répartition. Ça, c'est aux fondateurs de la start-up de le déterminer et de nous le dire. Ensuite, il va falloir définir la structure juridique. En général, dès la LOI, vous avez déterminé sous quelle forme les personnes vont entrer au capital. Donc, c'est soit via une augmentation de capital classique, donc l'émission de nouvelles actions directement. Donc ces personnes-là, dès lors que l'augmentation de capital va avoir lieu, elles vont devenir des nouveaux associés dans la société et elles rentreront directement. Soit vous avez négocié avec ces personnes-là pour avoir des fonds directement, mais qui entrent à une période de plus ou moins court terme, souvent via ce qu'on appelle les BSAR. Nous, ce qu'on voit au niveau des responsabilités de formation et des interactions qu'on a avec nos intervenants et les embaucheurs, c'est que clairement, entre le 2009, quand moi je suis sorti d'études et où c'était quasi impossible de trouver un boulot dans le spatial, alors qu'on était déjà, SpaceX existait depuis quasiment 10 ans, et maintenant, dire qu'il y a un boom, ça serait un understatement phénoménal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment alimenter la filière. Nos alumni, les jeunes qui sont même dans l'industrie depuis pas longtemps et les entreprises avec qui on interagit, nous disent vous vous rendez même pas compte en fait. Vous créeriez 3 fois plus d'ingénieurs, on les embaucherait tous dès la sortie ou même avant. Embauchez des créatifs dans vos départements RH et dites-leur, je te donne carte blanche, on fait des essais sur des groupes de population, je vais aller toucher des étudiants auxquels je n'accède pas aujourd'hui ou auxquels je n'accède pas bien. Il existe des assurances en fait dédiées au spatial et du coup par ricochet aux activités du New Space. Au spatial ou même au métier potentiellement des fois de l'informatique,
pure. Donc c'est là toute la difficulté en fait, c'est les activités du New Space nécessitent des couvertures qui sont à adapter en fait, nécessite qu'il y ait un travail qui soit fait sur les contrats qui existent déjà, soit pour le spatial, soit pour d'autres secteurs d'activité, mais qui soit en fait adaptés aux vrais risques en fait du New Space. Il faut les anticiper. C'est-à-dire que comme j'ai expliqué la complexité un petit peu du marché aujourd'hui, voilà, et la particularité de l'innovation qu'il y a dans le New Space et plus largement dans la Deep Tech au global, il faut au maximum en fait échanger avec les assureurs le plus tôt possible, parce qu'un contrat, je souhaite à tout le monde que ça arrive très vite, c'est pas toujours le cas, sauf qu'en fait quand on s'y prend au dernier moment, et bien potentiellement en fait on peut ne pas signer le contrat parce qu'on n'a pas mis en place l'assurance. La France, on a la chance d'avoir des super ingénieurs. On a vraiment des instituts qui nous sont enviés, ne serait-ce que le CNES, l'ONERA, sont des gens vraiment absolument incroyables. On a des grandes écoles qui sont vraiment prestigieuses avec des très bons éléments, que ce soit ISAE, anciennement Super-Héros, que nous ayons Estaca, IPSA, Polytechnique, enfin on a plein de gens et qui ont des spécificités sur le spatial. Aujourd'hui, il faut comprendre que le client, c'est l'objectif. L'objectif majeur, c'est le premier investisseur, et c'est pas en levant des fonds qui sont souvent des mirages, parce qu'il y a des fonds qui sont de l'equity, donc ça va à peu près, mais il y a beaucoup de fonds qui sont que du prêt. Il faudra rembourser après. Donc il faut faire très attention. Le vrai objectif, c'est le client. C'est votre premier investisseur. C'est sur lui qu'il faut miser. Autrement, une start-up ou une New Space sans client, ça sert à rien. Ce qui définit une puissance spatiale, c'est d'abord la possibilité de lancer par ses propres moyens des satellites. Donc la Chine, en fait, a commencé cette activité dès 1970 avec le lancement d'un premier satellite. Alors pendant très longtemps, on a été à une moyenne de 3-4 lancements par an, et puis progressivement, à partir des années 2000, eh bien, on est passé de 10, puis 15, et puis l'année dernière, 50 lancements. Les Chinois disent maintenant qu'ils veulent être à l'avant-garde de l'humanité dans le système solaire. Donc, il y a, comme chez les Américains, mais aussi comme chez les Russes, c'est une vision civilisationnelle.